Bonjour à tous, deuxième partie donc de cette analyse de la guerre Iran-Israël. Cet échange de tirs entre ces deux pays, en plus d'être certainement quelque part un affrontement de civilisation, est aussi, en plus de ça, une diversion. Presque envie de dire un divertissement, qui permet à Israël de nous faire regarder ailleurs que ce qui se passe à Gaza. Or, le nœud du problème, c'est bien à Gaza. En Palestine, il y a une guerre éternelle. Et comme une guerre éternelle, elle pourrait facilement se faire détonateur d'une guerre mondiale un jour. Là-dessus, l'Iran est beaucoup plus stable que la Palestine. Même si cette guerre a des aspects de guerre de civilisation, on ne peut pas tout ramener à ça. Chez certains, c'est la seule dimension prise en compte. L'islam nous hait, défendons-nous. Et donc, tout naturellement, quand Israël accule son ennemi à la défaite, on tombe dans une espèce de triomphalisme. Ouais, Israël est la figure de proue, la pointe de lance de notre civilisation, etc. Exactement, voilà. Israël est le rempart de l'Occident, il nous protégerait. Bon, personnellement, j'ai un peu du mal avec cette vision. À la rigueur, on peut dire qu'il apporte régulièrement un appui, une force de frappe et de renseignement très utile dans la lutte contre l'islamisme. Ça, c'est certainement vrai. Mais on lui fait aussi un honneur qu'il ne mérite pas forcément, puisqu'à mon avis, Israël se pense comme plus grand qu'un simple rempart d'autre chose qui serait la civilisation occidentale. Israël, vous savez, il se suffit à lui-même. Peut-être même qu'il se voit comme une civilisation à part entière. Un État juif, déjà je vous le dis, c'est pas banal, c'est pas une idée sortie tout droit d'un manuel de Sciences Po. C'est un concept qu'on appréhende parfois difficilement. Même moi, je vous assure, c'est un concept que je trouve assez difficile à appréhender. Allez faire un tour à Jérusalem et vous constaterez qu'on est un peu dans un autre monde aussi. Quand j'écoute ces news, par exemple, autant ce qu'ils disent sur l'Iran ne me choque pas forcément. Par contre, quand il s'agit de la Palestine, j'ai l'impression que la vérité est parfois malmenée au service d'une cause de civilisation. Et il y a des choses qui personnellement me gênent beaucoup, à commencer par ce raccourci systématique entre antisionisme et antisémitisme, qui est à la limite du supportable. D'autant plus que les mêmes qui subissaient cet amalgame par le passé l'utilisent maintenant volontiers contre leurs ennemis de jadis. Tout ce qui peut illustrer la mesquinerie et l'arrogance du régime israélien est éludé. Quand il s'agit de parler de Rima Hassan, elle est présentée comme s'il s'agissait d'une hystérique bonne à être piquée, ce qui est très loin de l'image qu'elle donne à ceux qui ont pu l'écouter. Donc, guerre de civilisation concernant le régime iranien, oui, c'est certain, j'ai pas de problème avec ça. Khomeini a immédiatement, dès sa prise de pouvoir en 79, tenu un discours qui était dans la guerre de civilisation. Ok, c'était très clair, donc là, j'ai pas de problème. Par contre, pour Gaza, il faut quand même faire quelques rappels et quelques nuances. Bon, en gros, l'histoire de la Palestine, c'est surtout un peuple juif qui débarque d'un peu nulle part et qui dit aux Palestiniens: j'arrive, poussez-vous. Parce que c'est comme ça, quand t'es le rempart de la civilisation, ben les gens à côté, il faut qu'ils se poussent. Donc Israël avance, les Arabes se poussent, il avance encore, il se repousse, et ainsi de suite. Sauf que ici, tu vois venir un problème. Bah, la Palestine, c'est petit. Donc au bout d'un moment, ils pourront plus se pousser. Ils peuvent se pousser longtemps, mais au bout d'un moment, on va en fait les bloquer dans des petites zones éclatées et séparées qui sont en Cisjordanie. Et bien sûr, dans la bande de Gaza. Donc ça, c'est la première chose à dire, bien avant de parler de l'islam, c'est que la Cisjordanie et la bande de Gaza, ce sont des résidus incompressibles d'une population palestinienne qui, à cause d'Israël, a été acculée pendant des décennies à des espaces de plus en plus limités. Évidemment, on sent bien dans cet événement la volonté de remplacer les Palestiniens. Oui, c'est clair. Mais concrètement, ils exproprient comment ? Depuis 1948, ils ont un seul argument, toujours le même. Cette terre est à moi. Le Palestinien, il peut avoir 5 enfants, il peut travailler dans une oliveraie en Cisjordanie, il peut avoir besoin de traverser le territoire de la colonie pour aller chercher de l'eau dans un puits qui est derrière. Ta gueule, cette terre est à moi. Donc, quel est le résultat de cette super politique ? 2 millions de Gazaouis tassés dans un réduit de 300 km². Et une Cisjordanie découpée. Oui, découpée, piétinée, déshydratée. Je rappelle que l'eau du Jourdain a été détournée, expropriée, déplacée, enfermée, cartouchée, punie, battue, molestée. Et c'est pas le cas à Gaza ?
Non, parce que les deux territoires sont dans une situation différente depuis 2005. La Cisjordanie est colonisée par des colons israéliens, dont le nombre augmente chaque année, surtout en ce moment, et qui continuent de repousser les Palestiniens au fur et à mesure que les colonies prennent de plus en plus de place. La bande de Gaza, elle n'est pas occupée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens ne savaient plus où mettre tous ces Palestiniens. Est-ce qu'on les met dans la cave? Est-ce qu'on les fout dans le grenier? On ne savait plus quoi en faire. Donc, ce qu'ils se sont contentés de faire, c'est qu'ils les ont tous bloqués dans la bande de Gaza et petite clôture, et c'est parfait, ça bouge plus. À l'intérieur, les Gazaouis font ce qu'ils veulent, mais ils n'en sortent pas. Mais je vois que les Palestiniens s'accrochent et répondent par la violence encore et encore. Je pense à tous ces indépendantistes basques ou irlandais qui ont fini par se calmer parce que ça menait à rien. Les Palestiniens, ils n'ont pas voulu s'arrêter au bout d'un moment, juste accepter leur défaite et passer à autre chose, non? Oui, on pourrait dire qu'ils n'auraient qu'à accepter leur défaite et passer à autre chose, mais en fait, le problème, c'est que cette acceptation n'a pas de sens. La colonisation n'est pas un phénomène ponctuel. C'est une humiliation quotidienne qui ne fait qu'empirer. En 2018, les colons étaient 400 000 en Cisjordanie. En 2025, ils sont 500 000. Et ça va continuer d'augmenter comme ça tous les ans. Les expropriations, les maisons détruites, ça continue encore et encore. Et effectivement, Netanyahou, son gouvernement, favorise complètement ce mécanisme. Donc, reconnaître sa défaite, en soi, ce serait possible. Mais cette reconnaissance ne leur apporte rien. En fait, les Palestiniens pourraient accepter de passer l'éponge sur la colonisation si le système leur donnait accès aux réussites coloniales. Les Palestiniens ont-ils accès à l'eau comme les Israéliens? Non, le Jourdain a été détourné vers Israël et aujourd'hui les Palestiniens vivent avec moins de la moyenne recommandée de consommation par habitant et par jour en eau. Les Palestiniens ont-ils accès à des terrains? Non, dans toute la zone C, vous savez que la Cisjordanie a été coupée en 3 zones. Dans toute la zone C, Israël a interdit la moindre construction, ne serait-ce que d'un râtelier. Les Palestiniens n'ont même pas un permis de construire. On a dénombré 1700 démolitions d'habitations palestiniennes en une année pour absence de permis de construire, parce qu'ils ne sont jamais accordés. Israël a apporté plein d'infrastructures, c'est vrai, et en ce sens, on pourrait avoir des effets positifs dans cette colonisation. Mais les Palestiniens qui sont dans la zone de Cisjordanie n'ont pas autorisation de se rendre sur la partie israélienne. S'ils n'ont pas été dûment autorisés pour une raison très particulière, comme le travail, mais alors ils vont jusqu'au lieu de travail et ils reviennent le soir sans être passés par quoi que ce soit d'autre. Et c'est pareil pour les colonies juives de Cisjordanie, ils ne peuvent pas s'y rendre librement. Rien que de se déplacer entre deux zones cisjordaniennes, c'est déjà compliqué parce qu'il faut traverser tout un tas de barrières. Donc la seule richesse qu'ils possèdent, ce sont leurs oliveraies. On dit comme ça, le système est déjà très mesquin. Mais c'est pas fini parce qu'il y a aussi derrière le désir d'appauvrir les Palestiniens. Vous savez, la seule richesse qui est à la fois économique et culturelle de la Palestine, ce sont les oliveraies. La cueillette des olives est un événement important. Israël empêche régulièrement la cueillette en bloquant les travailleurs qui ne peuvent pas traverser la zone C de la Cisjordanie et donc se retrouvent incapables d'atteindre le lieu de travail. Et ainsi, ça freine la production d'olives et donc les exportations que pourrait réaliser ce pays. D'ailleurs, vous savez, à Gaza, il se passe des choses très similaires puisque avec le blocus qui a été mis en 2007, suite à la prise de pouvoir par le Hamas, eh bien, plus rien ne sort de la bande de Gaza. Or, avant 2007, il y avait de la floriculture d'exportation qui aurait pu rapporter un peu d'argent aux Gazaouis. Eh bien, l'économie a été complètement handicapée, partout. Mais en fait, c'est une ségrégation. Ah mais complètement. C'est un système ségrégatif. T'as des grands panneaux à l'entrée de la Cisjordanie, israéliens, n'entrez pas là, c'est dangereux, vous ne serez pas en sécurité. Et puis les Palestiniens, eux, en permanence, faut pas aller là, c'est une colonie juive, t'as pas le droit, faut que tu contournes, la barrière là, tu peux pas la passer, ça mène à une enclave qui communique avec Israël, donc tu peux pas passer là, faut que tu contournes. Alors non, faut pas non plus passer là, c'est pas une colonie, mais c'est une route qui est réservée aux Israéliens, désolé, super l'ambiance. En termes de liberté de déplacement, on est dans un régime de ségrégation. Il y en a qui parlent d'apartheid, mais oui, en fait, c'est un peu ça. Faut dire la vérité, ce qui s'est passé, c'est pas la négation des droits des Palestiniens,
c'est la négation des Palestiniens. Tout se passe comme si les Palestiniens n'existaient pas. La terre, ah oui, ça ils la veulent la terre, mais alors les gens qui sont dessus, ça ils en veulent pas. Ce que je dis là, c'est ni plus ni moins que la cause profonde de la guerre actuelle. Donc j'entends parfois que les Palestiniens devraient s'avouer vaincus et passer à autre chose, mais on pardonne une faute parce que le temps a passé et que la blessure s'est refermée. On pardonne ce qui s'est passé jadis. Mais là, ils démolissent les maisons en ce moment même. Donc le pardon, je veux bien, mais c'est un phénomène douloureux qui nécessite de refermer la plaie, pas d'y mettre les doigts toutes les 5 minutes. Et encore, j'ai pas parlé des violences des commandos israéliens qui sont dans l'impunité systématique. Le territoire de l'ancienne Palestine est divisé aujourd'hui en 3 parties. Il y a l'État d'Israël, il y a ses dépendances, la Cisjordanie qui est massivement colonisée par lui, et puis il y a tous ceux qu'on savait pas trop où mettre, là hop, on les a tous bloqués dans un petit espace en bas à gauche, allez hop, on boucle la zone, clôture, c'est réglé, on n'en parle plus. Comment Israël a-t-il pu penser une seule seconde que cette claustration d'une population de 2 millions d'habitants constituerait une solution définitive? C'est pour ça qu'on parle de génocide aujourd'hui. Je sais pas s'il y a un génocide, mais ce qui est sûr, c'est qu'Israël ne sait pas quoi faire de ces gens. La suite, tu la connais. La bande de Gaza a mariné dans son petit bout de plage, elle a chauffé son sable et sa rancœur au soleil méditerranéen, et a fini par se vendre à une sorte de monstre, le Hamas. Ah mais pourquoi un monstre? Tu vois, ça me fait marrer. C'est comme quand on dit que le Hamas est un groupe terroriste. Certains diraient que c'est de la résistance, d'autres disent que c'est du terrorisme, parce que c'est des mots vachement subjectifs en fait. Les nazis aussi, ils disaient que les résistants étaient des terroristes. Oui, alors t'es gentil, mais les résistants de l'occupation, ils se faisaient pas exploser dans des cafés ou des gares. Faut arrêter. Que ta cause soit bonne ou pas, si pour la défendre, tu te fais exploser en emmenant des bébés avec toi, tu es dans le terrorisme. Et le Hamas n'a fait que ça pendant toute la seconde intifada. Et attention à ne pas jouer les innocents quand on ne l'est pas. Le Hamas est un groupe terroriste et sa politique de terreur prend sa justification dans le Coran et dans le martyr islamique. Ouais d'accord, mais bon, ça c'était avant, c'était dans les années 2000, pendant l'intifada, ça remonte maintenant. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, il est devenu un parti de gouvernement à partir de 2007, quand il a pris le pouvoir dans la bande de Gaza. Et donc forcément, il a changé un peu ses pratiques. Mais d'abord, sa philosophie n'a pas changé. Et à bien des égards, l'attaque du 7 octobre ressemble à la généralisation d'un attentat suicide. Simplement là, il ne se faisait pas exploser lui-même, mais il condamnait à coup sûr tout le peuple gazaoui. Le Hamas savait très bien qu'il y aurait des représailles, je vous assure. Il y a des milliers de Gazaouis qui se sont révoltés contre le Hamas parce qu'ils ont subi, de façon non démocratique, cette décision fatale du 7 octobre. C'est-à-dire que le peuple de Gaza n'a pas eu son mot à dire sur cet événement qui causait sa mort programmée. Mais comment tu peux être sûr qu'ils allaient sacrifier leur peuple? Le Hamas avait envoyé des roquettes en 2001, riposte en 2006, pareil en 2012, en 2014, à chaque fois c'était la riposte au centuple. C'est comme ça que fonctionne Israël. Il fait des représailles toujours disproportionnées. Donc bon, le Hamas n'est pas décérébré. Il savait, parce que tout le monde le savait, que s'il attaquait Israël avec 3450 roquettes à l'aveugle, avec prise d'otages sur des civils, Israël répondrait par un déluge de bombes, de façon mathématique et tout à fait prévisible. Et l'Iran n'y est pas pour rien. Le chiisme duodécimain sacralise le sacrifice dans la guerre à travers le martyre de Hussein, entre autres. Le Hamas a été entretenu savamment par l'Iran dans cette logique d'auto-immolation pour l'honneur. Alors que moi je pense que les Palestiniens, même sous occupation, leur vie a encore du prix. Sans doute leur vie est un peu maussade, elle est sans liberté de déplacement, elle est indigne, mais il y avait quand même à Gaza un monde qui grouillait, il y avait des enfants, il y avait une économie qui dans de meilleures circonstances aurait pu recommencer, il y avait de la vie aussi derrière leur amertume. Mais pourquoi le Hamas était prêt à faire ça? Il y a de la folie? Mais parce que le Hamas n'est pas là pour aider les Palestiniens à se reconstruire. C'est pas une organisation de charité. Il est là pour clarifier. Il se sait faible, mais il préfère mourir et que tous les Gazaouis meurent avec lui plutôt que de supporter l'humiliation qu'on lui fait subir. Donc, attaque du 7 octobre, clarification.
Cette idée lumineuse a porté les fruits qu'on connaît et a donné l'initiative suivante à Israël, qui en a usé avec sa violence habituelle. La bande de Gaza a été transformée en tas de granulés. Les Gazaouis, qui jusqu'ici pouvaient au moins construire leur maison et manger un peu de nourriture et se soigner un peu, adieu les maisons, adieu la nourriture, adieu les hôpitaux. Selon les estimations de l'UNICEF, les frappes israéliennes auraient causé la mort de 15 000 enfants sous les décombres à ce jour. Et 98% des hôpitaux de Gaza sont détruits ou endommagés. Alors certainement le Hamas de son côté fait exprès aussi d'y mettre en sous-sol ses stocks d'armes et de jouer ainsi de bouclier humain. Donc bon, 15 000 enfants morts quoi. C'est ça le prix à payer pour qu'Israël puisse dire qu'il est le rempart de la civilisation. Bon, par la suite, le Hamas a été très affaibli, évidemment. Le désastre humanitaire est interminable. Un cessez-le-feu a été conclu en janvier, ça n'a pas fonctionné. En mars, la guerre reprend. Mais cette fois, les convois humanitaires ont été interrompus par Israël. Donc, en plus de l'immensité des destructions, il y a 2 mois, entre mars et mai dernier, 2025, où la bande de Gaza a été sans vivres. Elle a vécu sur ses réserves. Les prix alimentaires ont explosé. C'est la disette dans les familles. Les enfants n'ont même pas de quoi se nourrir. Ça a duré 2 mois. Là, les aides ont repris. Doucement. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le sionisme a créé un régime légal de ségrégation, de remplacement et de sous-développement pour la Palestine. Israël s'est comporté comme si les Palestiniens n'existaient pas. Et enfin, la deuxième cause, parce que certainement Israël n'aurait pas attaqué sans agression, ce sont les calculs malsains et suicidaires d'un mouvement islamique terroriste, le Hamas, qui est financé par l'Iran. Enfin, à tout ça, il faut aussi noter la complicité permanente des États-Unis, qui est due certainement à une collusion entre le sionisme juif et le sionisme chrétien. C'est-à-dire que dans les milieux chrétiens évangéliques, donc c'était un petit peu, on va dire, c'est les effets pervers du Sola Scriptura, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du protestantisme. Mais disons qu'il y a un courant de chrétiens évangéliques protestants qui ont complètement accrédité les thèses sionistes de retour des Juifs en Palestine. On peut aussi noter que la façon dont les États-Unis et Israël se sont développés est assez similaire. Ce sont 2 pays d'immigration et donc les deux se ressemblent un peu, notamment si on pense à l'histoire passée des Américains avec les Amérindiens. Et donc le soutien américain à Tsahal semble à peu près total jusqu'ici. Ce qui empêche, disons, l'ordre international de mettre de véritables sanctions importantes et décisives sur Israël pour qu'il cesse sa politique de colonisation. Un jour, un dirigeant du Likoud a expliqué qu'il fallait absolument détruire le Hamas et que le Hamas allait disparaître. Et il y a un chef d'état-major de Tsahal qui a répondu que le Hamas ne disparaîtrait pas, en tout cas pas avec une guerre, parce qu'on ne tue pas une idée. On ne tue pas une idée. Tu peux taper sur les Palestiniens, t'arriveras pas à les convaincre qu'ils sont heureux. Alors, quelle solution pour Israël ? D'abord, il faudrait qu'il y ait des pressions internationales qui s'exercent sur lui, et ça paraît mal parti avec la complicité américaine. Par instinct, moi je dirais que la meilleure chose qui pourrait arriver, ce serait un État binational. Alors, j'ai conscience que tout ça reste très délicat, le danger que ça tourne au massacre est réel. Moi je ne suis pas spécialement pour la solution à 2 États, parce que si on fait un État juif et un État palestinien, pour moi, les sionistes intransigeants conserveront leur majorité dans le premier, et le Hamas pourrait mettre la main sur le pouvoir dans le second, et en faire des pépinières à terroristes. Et alors je crois que la guerre recommencerait. Alors qu'avec un État binational, on convergerait vers un centre qui serait peut-être un peu plus modéré, et qui pourrait réussir petit à petit à créer une solidarité nationale ou pré-nationale à tous ces gens. Ça voudrait dire lever les barrières, faire tomber le mur, donner le droit de vote aux Palestiniens, reconnaître leur droit de propriété, leur droit à être protégés de toute agression, qu'elle soit de la part d'un colon ou pas, c'est-à-dire le droit d'être protégé par la police. Bref, en fait, ce que je voudrais, c'est un État binational normal,
où les Palestiniens pourraient accéder à toutes les infrastructures qui ont été mises en place par l'État israélien. Et là, les Palestiniens verront un intérêt à la situation présente, un intérêt au moins à court terme, ce qui pourrait aplanir un peu les difficultés. Et si j'étais tout à fait honnête, je vous dirais qu'au début, il faudrait que ce soit une dictature qui punisse de façon équitable les criminels de part et d'autre. Parce que si c'est simplement un régime démocratique et qu'on laisse les partis se lancer dans de la propagande à outrance, je crains qu'on aille droit vers la guerre civile. Donc là, pour le coup, je serais plutôt pour une dictature. J'écoutais un peu ce que disait Rima Hassan en préparant cette vidéo, et elle expliquait que, enfin je pense que son intuition était plutôt bonne, elle expliquait que le problème principal d'Israël, c'est qu'il tient absolument à son étiquette d'État juif. Et effectivement, s'il accorde les mêmes droits aux non-juifs, il n'en est plus vraiment un. Donc finalement, il va falloir demander aux juifs de faire un effort idéologique et se détacher de l'étiquette d'État juif, ou au moins d'en avoir une compréhension peut-être plus souple et plus pacifique. Génocide ou pas? Il y a des mots qui débarquent comme ça, en pleine action, alors qu'on n'y voit pas très clair, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Rima Hassan parle tout le temps d'apartheid et de génocide. Alors, apartheid, le mot ne me dérange pas. Génocide, c'est bon pour la com. Pour la rigueur historique, ça se discute. C'est vrai que le mot est dans les tiroirs. Je l'ai lu sur toutes les pancartes. Génocidaire, génocide, etc. Alors moi, ça m'a fait un mauvais effet. Parce que chez beaucoup de gens qui tenaient ces écriteaux qui parlent de tyrans génocidaires, etc., je soupçonne une grande ignorance historique, ce qui me déplaît. J'avais comme un mauvais pressentiment. En fait, je trouvais, et je le trouve un peu encore, qu'il se place de façon trop voyante sur le terrain de la concurrence mémorielle. Parce qu'il y a le souvenir de la Shoah. Et donc, il y a une façon, notamment chez les pro-palestiniens français, de vouloir à tout prix rivaliser de victimisation avec des sujets qui pourtant se prêtent à une étude. C'est pas une compétition du mot. Parce que la Shoah, c'était pas ça du tout, c'était bien, bien pire. Les Juifs n'avaient pas envoyé des roquettes sur les nazis. Bon, je vais vous dire pourquoi je suis mal à l'aise avec ce mot, même si je ne suis pas la personne qui doit trancher à la fin du débat. Je trouve que d'abord, ce sont des bombes qui touchent Gaza. Et les bombes, ce sont des armes non discriminatoires qui touchent les civils, mais aussi parce que les membres du Hamas se fondent effectivement dans la population civile. Ce qui donne un effet de confusion, recherché d'ailleurs, ce qui fait que Tsahal, dans ses objectifs, est de toute façon contraint de toucher des civils. Le Hamas peut tuer et veut tuer, donc on est dans une guerre. Pendant un génocide, on tue des innocents, oui, mais pas avec des bombes à la manière d'un dégât collatéral. On les tue au sol. On tue des femmes et des enfants, à bout portant, en pleine connaissance de cause, en voyant leur visage. En fait, dans un génocide, on s'en prend aux civils, aux faibles, aux enfants, de façon non équivoque. Pas parce qu'on cherche le Hamas, pas parce qu'on pense le traquer dans un immeuble et qu'on décide de le faire sauter. Une autre raison qui fait que je suis mal à l'aise avec ce terme, c'est parce que le génocide, en tout cas dans mon esprit, ça vaut ce que ça vaut, est associé à des forces paramilitaires, plus que militaires. Vous savez qu'il y a des types un peu louches dans l'entourage de Netanyahou, comme par exemple Ben Gvir, le ministre de la Sécurité. Ouais, le gars qui a une tête qui fait peur un peu là. Voilà. Bah, tu vois, si demain, ce gars monte une force paramilitaire, avec des volontaires civils, la violence changerait de nature. Parce qu'à mon avis, ce sont des civils en armes, des esprits politisés, des nationalistes par exemple, qui peuvent se lancer dans un projet aussi morbide. Parce que les armées conventionnelles, dans leur formation, et avec leur côté protocolaire, elles ne sont pas conçues pour faire des actes aussi ignobles. Même Tsahal. D'ailleurs, Tsahal laisse aussi régulièrement des camions humanitaires, donc vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est quand même la vérité. De plus, l'idée de suppression d'un peuple, à mon avis, il est présent dans les deux camps, à l'état de pulsion, dans la tête de certains membres du Likoud ou de sa coalition, et dans la tête de certains membres du Hamas,
La suppression définitive du peuple adverse est souhaitée. Et entre le souhait et l'acte, il y a beaucoup. Ce que voulait le Hamas, c'était la clarification. En ce sens, la guerre à Gaza est liée aussi bien au désir d'Israël d'éradiquer la menace terroriste qu'à la volonté du Hamas de l'acculer aux monstruosités dont il le sait capable. Comme le Hamas est pratiquement indiscernable du reste de la population gazaoui et qu'il use volontiers de prises d'otages et de boucliers humains, Israël se mit à cracher du feu partout. Comme un dragon blessé, impieux dans son flanc, déverse sa sainte colère sur tout ce qui vit dans un petit rectangle de sable. Les Palestiniens ont besoin de deux choses. Ils ont besoin qu'Israël reconnaisse leur existence, leur citoyenneté, et qu'il abaisse les murs ségrégatistes qui les séparent des Juifs. Ensuite, ils ont besoin que le Hamas et le Hezbollah cessent de traiter leur vie comme des jetons à jouer dans les affrontements avec l'ennemi. Ils ont besoin d'éducation, de liberté, et de droit à construire leur maison, sans qu'on leur rappelle toutes les heures qu'ils sont des Arabes et qu'ils sont un danger pour le projet sioniste. À mon avis, si Israël devenait binational et leur laissait accéder à ces infrastructures, l'insécurité empirerait certainement, mais à la longue, les Palestiniens verraient enfin un intérêt à passer l'éponge sur le passé et à aller de l'avant. Israël est fortement dépendant de ses origines. Les circonstances de sa naissance ont un effet dopant sur son agressivité. Contrairement à la France, qui pouvait renoncer à l'Algérie quand les choses se gâtaient, Israël est une colonie sans métropole. Il la tient, selon les mots bibliques, en possession perpétuelle. Il ne peut pas renoncer à la Palestine, même s'il le voulait. S'il recule, s'il ne faisait qu'un pas en arrière, il devrait reconnaître que le Palestinien a des droits. Pour le droit international, ce serait plus correct. Mais c'est tout le sionisme qui serait rendu coupable, tout le mythe de la terre promise donnée aux Juifs et seulement à eux, qui deviendrait bancal. Israël pourrait être plus en paix avec les Palestiniens, mais il y perdrait le sens même de sa présence. Aussi, lorsque les attentats terroristes ont commencé, Israël s'est figé. Cette terre est à lui. Quelqu'un le lui a donné, et le mauvais monde veut la lui reprendre. Les éléments déchaînés, il les voit ligués contre lui. Il voit l'obscurité gagner les remparts de sa cité. À sa force seule est suspendue sa vie. Petit lion dressé sur le rivage du Levant, cette terre que tu veux posséder à tout prix, on te l'aurait peut-être donnée de bon cœur si tu l'avais demandé gentiment. Petite citadelle d'orgueil, entre le désert et la mer.